Quel plaisir de vous retrouver, même à distance, de vous savoir un peu partout en France, des centaines, peut-être des milliers de connectés. On en saura plus dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Je m'appelle Nicolas Rossignol, je suis journaliste. J'ai une curiosité particulière pour le monde de la coopération agricole, par ma frustration de l'agriculteur que je ne suis pas devenu, alors que mes racines familiales m'y poussaient, mais par la curiosité qui me pousse tous les jours à mieux comprendre votre univers et notamment à parler de ce qui nous unit dans ce programme si particulier, dans cette convention Alimentation et Société, quel pacte pour demain. On va en parler avec tous les invités qui ont accepté votre invitation cet après-midi, à celles et ceux qui viendront sur ce plateau s'adresser à vous. Mais je vais avoir besoin de votre complicité. Vous pouvez à tout moment me poser, m'envoyer toutes vos questions. Je les poserai en votre nom à celles et ceux qui seront sur ce plateau. On va se parler sans tabou et sans langue de bois. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à contribuer à cet échange. Comme je vous l'ai dit, je suis journaliste, donc comme n'importe quel journaliste, je ne connais pas grand-chose. Je suis venu apprendre, mais surtout, je me suis mis à côté de celui qui s'y connaît beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est mieux parce que c'est lui qui nous invite avec ses équipes. C'est Dominique Chargé. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté d'animer cet après-midi pour notre congrès. Et je vous signale qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous pouvez encore devenir un agriculteur. Nous recherchons aujourd'hui de jeunes pour s'installer dans nos exploitations. J'ai l'impression d'entendre mon oncle qui me le demande chaque année. Cher Dominique, je sais que vous avez un plaisir particulier évidemment à réunir tout le monde, à vous retrouver même à distance, même en digital, avec celles et ceux qui font vivre la coopération agricole. Oui, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous retrouver. Cette année encore en digital. Alors, la différence avec l'an dernier, c'est que ça n'était pas prévu il y a encore 15 jours. Et donc, il a fallu transformer cet événement de notre congrès annuel de la coopération agricole d'un présentiel qui était prévu en digital. Ça a été un travail colossal. Je pense que les gens qui ont travaillé, ça relève pratiquement de la magie d'avoir réussi à convertir cet événement en digital en si peu de temps. Donc, je veux d'ores et déjà, pour ne pas l'oublier, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à rendre cet événement possible en digital. Ils le méritent bien, ils ont travaillé d'arrache-pied depuis une dizaine de jours, merci à eux. Mais c'est important pour nous de vous retrouver parce que ce congrès est un temps d'échange, un temps de partage, un temps de communication pour notre organisation que nous tenons tous les ans, parce que nous avons des choses à dire, parce que nous avons besoin d'échanger avec vous, les adhérents de la coopération agricole, mais également, évidemment, l'ensemble de nos parties prenantes sur ce que sont le cadre de nos activités, sur ce que sont votre ressenti et la façon dont nous devons travailler ensemble. Le seul changement du programme qui sera notre frustration, c'est la remise des trophées. Absolument. Nous devions, en fin d'après-midi, remettre les trophées des solutions. Ça n'est pas un événement qui est digitalisable. Nous avons donc choisi de remettre cet événement au Salon de l'Agriculture où nous consacrerons un temps important à la hauteur de l'engagement de tous les gens qui ont participé à ce Trophée des solutions, nos finalistes, tous les lauréats et bien sûr nos partenaires. Donc rendez-vous au Salon pour cet événement. Et on a hâte évidemment de les découvrir avec vous. Cet événement qui nous rassemble aujourd'hui, vous avez vu le programme avec ces intervenants qui ont accepté votre invitation, avec une thématique particulière, alimentation et société. Quel pacte pour demain? Pourquoi ce thème aujourd'hui? Pourquoi ce thème? Ça part finalement de la crise Covid, parce que la crise Covid a révélé, a remis en exergue finalement la peur de ne pas pouvoir se nourrir, le spectre du manque d'alimentation. Tout ça avait été un peu oublié par nos compatriotes, par nos concitoyens, parce que finalement les moyens qui avaient été mis après la guerre pour pouvoir nourrir les hommes, ici mais partout dans le monde et surtout en Europe, avaient contribué à ce que nous n'ayons plus d'inquiétude sur ce sujet. Et puis on a vu au premier confinement des comportements de consommateurs qui sont devenus assez irrationnels et cette peur de manquer. Ça a donc remis dans les débats, finalement, ce qu'étaient les fonctions essentielles aujourd'hui de la nation, et parmi lesquelles, évidemment, se soigner, mais également se nourrir, et donc la question de la souveraineté alimentaire, de notre capacité à pouvoir répondre à cette notion de souveraineté alimentaire. Alors pour nous, c'est devenu un axe de travail numéro 1, et nous nous sommes investis dans cette question de la souveraineté alimentaire, et bien sûr, ça pose la question aujourd'hui de la compétitivité de nos métiers. Et au-delà de la compétitivité, ça pose la question de l'acceptabilité de nos métiers, de l'agriculture et de l'alimentation. Pourquoi? Parce que justement, parce que la peur de ne pas se nourrir ne faisait plus partie de nos préoccupations, eh bien, le lien s'est distendu entre le monde agricole, entre le consommateur et le citoyen. Une méconnaissance, voire une défiance s'est installée. Et nous devons donc, à travers cet après-midi,
travailler à restaurer finalement ce lien de confiance, comprendre ce que sont aujourd'hui les attentes, ce que sont aujourd'hui la défiance, ou en tout cas les questions qui sont posées à nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et participer à ce débat. On va parler de la production, produire de qualité, produire durable, ce sont les thématiques qu'on va aborder avec des intervenants de haut vol. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous nous avez fait un joli cadeau, c'est que vous nous permettez de rencontrer des personnalités qui vont nous permettre de prendre du recul, mais aussi de la hauteur. On n'est pas que dans l'entre-soi aujourd'hui, on va aller chercher des réflexions à l'extérieur. Oui, c'est effectivement l'objectif, c'est d'avoir un débat ouvert, un débat objectif, mais qui intègre la contradiction, qui intègre les différentes sensibilités. Nous aurons donc des intervenants, des experts, d'abord, parce que c'est important de mettre les experts au centre aussi de ces questions. Nous aurons des représentants de la société civile, bien évidemment. Nous aurons des représentants politiques, du monde politique. Et puis nous aurons aussi des intervenants de ce que j'appelle, moi, la vraie vie, c'est-à-dire ce que sont aujourd'hui les conditions de production aujourd'hui dans nos exploitations agricoles, dans nos entreprises, dans nos coopératives, pour avoir justement cette contradiction ou amener cette touche aussi de pragmatisme et de réalisme. Donc effectivement, l'objectif, ça n'est pas de le faire dans l'entre-soi, sans complaisance, dans un débat ouvert, dans un débat respectueux, et qui, je l'espère, fructueux, et nous permettra d'arriver à la compréhension mutuelle. Et puis, évidemment, à la fin de cet après-midi, nous recevrons le ministre de l'Agriculture, que nous aurons l'honneur d'accueillir et avec lequel nous aurons l'occasion d'échanger par votre entremise, Nicolas. Et j'aurai l'occasion de lui remettre, de lui présenter notre plateforme sur la souveraineté alimentaire, donc, que nous avons produite en vue de l'élection présidentielle, et donc j'aurai l'occasion de lui remettre au cours des échanges, ou en tout cas à l'issue des échanges que nous aurons avec lui. Et ce sera aussi un moment important de cet événement. Merci Dominique de nous offrir ce moment. On retiendra l'objectif, vraiment, c'est d'échanger sans tabou, sans langue de bois, et à la fin repartir en ayant construit des idées et l'envie de trouver des solutions ensemble. Voilà, merci à tous d'être connectés. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver et je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Et à vous aussi, Nicolas. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Et c'est bien parti grâce à vous et grâce à vos équipes. On va échanger sur un sujet, on l'a vu, qui est très politique, dans cette période elle-même très politique, et ce n'est que le début. On a demandé à un expert de venir nous rejoindre, nous apporter son regard bien particulier. C'est David Jayes. Il va nous partager son analyse. Il est essayiste, professeur à Sciences Po, auteur notamment d'un ouvrage tout récent, Le Nouveau Modèle Français. On va en parler dans un instant avec lui. C'est notre première séquence. On accueille David Jayes. Merci David de nous avoir rejoint. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Très heureux d'être là. Ben, on est ravis parce que vous allez pouvoir nous apporter votre regard. Ça nous semble très important aujourd'hui de prendre du recul, de prendre de la hauteur avec vous certainement. Vous êtes un observateur avisé, vous, de la société, de ses évolutions passées et à venir. Vous allez peut-être nous dresser un tableau des rapports alimentaires aujourd'hui dans la société. Pourquoi selon vous, d'ailleurs c'est ma première question, pourquoi selon vous l'alimentation est une composante majeure du pacte social ? L'alimentation est une composante majeure de tout pacte social parce que oui. Se nourrir, c'est essentiel à la vie. C'est ce qui permet la vie, non seulement la survie, la vie biologique, mais la vie en bonne santé. Et c'est un petit peu comme l'énergie. L'énergie, c'est ce qui nous permet de nous chauffer, de nous déplacer, de produire. Donc l'énergie et l'alimentation, c'est essentiel au contrat social. Mais en France, peut-être plus que dans n'importe quel autre pays au monde, parce que depuis 1500 ans, des hommes et des femmes travaillent la terre de ce pays, les paysans. Oui. Et les paysans, ils contribuent au paysage. Et vous savez, quand je demande à des amis américains ou à des amis chinois, qu'est-ce que c'est la France pour toi ? Vous savez ce qu'ils me répondent ? Ils me disent, ce sont des champs cultivés. Ah oui. On ne se rend pas compte à quel point notre pays, presque chaque centimètre de ce pays a été travaillé par des générations d'agriculteurs, d'agricultrices, on disait des paysans à l'époque, oui. Qui ont vraiment contribué en fait au visage de la France. Et ça, c'est fondamental. Allez-y, ça fait partie du pacte social. Ça fait partie du pacte social. Et si vous voulez, ce qui s'est passé après 1945, c'est qu'on a demandé et à l'agriculture et à l'énergie d'être invisibles. Alors l'énergie, c'est assez simple. Le pétrole. Quand le pétrole a remplacé le charbon comme énergie centrale dans notre économie. Le pétrole, on va le chercher au Moyen-Orient, ou en tout cas sous des latitudes lointaines, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole. On a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Et l'agriculture, ce qui s'est passé après 1945, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a dit,
Vous devez nourrir la nation, une nation de plus en plus nombreuse. Vous devez faire l'indépendance alimentaire de la France. Vous devez être compétitif à l'export. Et pour ça, on va remplacer les chevaux ou les animaux par les moissonneuses-batteuses et les tracteurs. On va remplacer les hommes par les machines et par la chimie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a augmenté la contribution économique de l'agriculture tout en l'invisibilisant en quelque sorte dans notre contrat social. Et donc ce qui s'est passé dans cette période de modernisation qu'on appelle les 30 Glorieuses, c'est que et l'énergie et la production agricole sont devenues en quelque sorte invisibles de nos concitoyens. On ne sait pas dans quelles conditions ces aliments ont été produits, qu'est-ce qu'il faut comme travail, qu'est-ce qu'il faut comme soin pour obtenir ces aliments. Et c'est la même chose quand on met de l'essence dans sa voiture. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes à l'heure des transitions. Transition énergétique, on en parle toute la journée. Il va falloir sortir des fossiles. Et on va, pour ça, aller vers des énergies décarbonées. Donc ça peut être le nucléaire, mais ça peut être l'hydrogène, ça peut être les énergies renouvelables. Et ces énergies, elles ont une caractéristique, c'est que contrairement au pétrole, qui est un fluide, qui est invisible à l'œil nu, en quelque sorte, qu'on prélève loin au Moyen-Orient, ces énergies-là, on va les voir. Ça nécessite des infrastructures. Vous avez vu tous les débats très difficiles d'ailleurs qu'il y a autour des éoliennes offshore, de la méthanisation dans le monde agricole. Donc ces énergies vont redevenir visibles. Eh bien, c'est une bonne chose. Et je souhaite que pour la transition agricole, nous ayons en quelque sorte le même retour en visibilité. Que les gens qui se questionnent sur les circuits courts, sur la traçabilité, eh bien, puissent à nouveau comprendre que ce qu'ils ont dans l'assiette, c'est produit. Ça suppose un modèle économique, ça suppose des risques, ça suppose un investissement considérable. Et donc, on remette en quelque sorte dans la visibilité les conditions matérielles de production de notre alimentation. Donc oui, l'énergie et l'alimentation centrales dans notre contrat social, en particulier parce que la France a été travaillée par 1500 ans de générations de paysans, mais il faut que ces deux objets essentiels aux transitions reviennent dans la visibilité. Et vous dites que le vieillissement en fait partie aussi dans ce pacte social, mais qu'il faut refonder une gouvernance pour gérer les indispensables transitions, c'est ça? Ben bien sûr, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on va devant des changements qui sont absolument majeurs. Et ce qu'il faut, c'est arriver à organiser une transition compétitive, c'est-à-dire qu'on puisse arriver effectivement dans l'agriculture à sortir petit à petit de la chimie, à changer certaines pratiques, mais en même temps, il faut qu'on atteigne l'autonomie, l'indépendance alimentaire. Et puis, on voit bien que, vous voyez, la part de marché, la part de marché de la France dans le marché mondial des exportations a baissé. Elle est passée, il y avait une note du plan il n'y a pas longtemps qui disait qu'elle est passée de 8% à 4%. Et on voit bien qu'on a une balance commerciale qui est déficitaire sur certains postes et qui est en train de se dégrader. Donc il y a un vrai combat pour à la fois organiser cette transition, donner un véritable modèle économique. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand même, le revenu net imposable d'un agriculteur moyen, c'est 1 390 euros. 1 390 euros. Est-ce qu'on peut vivre avec 1 390 euros alors qu'on est au cœur des enjeux de la société, au cœur du contrat social? Donc il y a ce sujet de modèle économique et il y a effectivement conduire ces transitions. Et ça, on ne pourra le faire que dans le dialogue, on ne pourra le faire que dans la négociation, dans des stratégies partagées. Et moi, je veux partager une conviction forte. Je sais que je ne serai pas démenti ici, mais je dis stop à l'agribashing. C'est insupportable. C'est insupportable, ces discours de gens qui ne savent pas ce que c'est que travailler la terre, qui ne savent pas ce que c'est que nourrir les hommes et les femmes, et qui tiennent des discours de salon, en réalité, alors que ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des injonctions péremptoires, ce ne sont pas des discours de salon, mais c'est au contraire se mettre autour d'une table, travailler, imaginer les nouveaux modèles. Et je pense qu'il faut aller vers, au fond, un pacte autour de ce que j'appelle la triple valeur, les trois valeurs. Valeur économique, parce qu'il faut se rappeler quand même que, vous voyez, la part de l'alimentaire dans le budget des ménages n'a cessé d'être écrasée. Et vous voyez bien qu'il y a des relations, on le voit dans le lait par exemple, où certains distributeurs sont dans des relations quasiment de prédation vis-à-vis des producteurs. Donc il faut, la première des trois valeurs de ce pacte pour les valeurs, c'est la valeur économique. Il faut qu'on retrouve des modèles économiques. Et c'est là que le modèle coopératif, à mon avis, a un rôle essentiel à jouer. Un rôle de partage du risque, un rôle d'ingénierie en quelque sorte, qui va être extrêmement important dans les années qui viennent. Et moi, je compare souvent ça à la fin du 19e siècle. Vous savez, au moment où on a inventé justement la coopération ouvrière, au moment du choc de l'industrialisation, on invente des systèmes de solidarité,
des systèmes de coopération dans le monde industriel. Et bien dans le monde agricole, c'est pareil. Il faut qu'aujourd'hui, on aille vers ce partage du risque, cette mutualisation, cette amélioration en quelque sorte technologique dont on partage les investissements. Donc ça, c'est la première des trois valeurs, c'est la valeur économique. La deuxième des trois valeurs, c'est évidemment la valeur sociale, parce que, on le disait tout à l'heure, l'agriculture au cœur de notre contrat social, c'est ce qui relie les hommes, parce que au fond, l'alimentation, c'est ce qui nous relie avant tout, parce que nous sommes un pays d'art de vivre, nous sommes un pays de gastronomie, nous sommes un pays de civilisation de la table, en quelque sorte. C'est une véritable civilisation qui est derrière. Et il y a cette civilisation paysanne qui a été un petit peu, je le disais tout à l'heure, oblitérée par le rouleau compresseur de la modernisation, mais qui est constitutive de ce que nous sommes, de ce que nous avons de meilleur. Donc il faut qu'on retrouve aussi le lien social. Et puis, moi, je pense que c'est un secteur, dans cette transition compétitive, qui va créer des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois peut-être dans les années à venir. Mais ça, il faut l'organiser, et c'est lié à la question du modèle économique. Et puis la troisième valeur, j'ai parlé de la valeur économique, j'ai parlé de la valeur sociale, c'est la valeur environnementale. Regardez, la Terre peut absorber 5% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un travail à faire sur la rotation, il y a un travail à faire sur les revêtements. Mais je veux dire, c'est des services environnementaux éminents qui peuvent être rendus par les agriculteurs. Les agriculteurs sont, je ne sais pas s'ils aimeront la comparaison, mais moi je dis souvent, c'est les fonctionnaires de la planète. Donc l'agribashing est insupportable aussi de ce point de vue-là, parce que, quand bien, je veux dire, on ne peut pas attaquer des gens qui, justement, sont ceux qui, au quotidien, prennent soin de nos écosystèmes et sont le plus en contact, dans ce pays agricole qu'est la France, de la nature. Donc, vous voyez, un pacte autour de ces trois valeurs, valeur économique, valeur sociale, valeur environnementale, je pense que c'est vraiment une urgence politique, une urgence civique dans notre pays. C'est ce que dit Christian Huyghe, qui est l'un des patrons de l'INRAE, et qui dit que le métier d'agriculteur est en train de changer pour devenir finalement des facilitateurs de produits environnementaux, en fait, et vous le dites, en fait, des fonctionnaires de notre planète, même si le mot n'est pas très beau, mais en tout cas la fonction est noble. Est-ce que tout ça participe de l'émergence d'un nouveau pacte social pour l'alimentation, au même titre d'ailleurs que la question environnementale, le défi du vieillissement? Quelles sont, selon vous, les conditions du succès pour que ça fonctionne? Alors, vous l'avez dit, énergie, alimentation, vieillissement, c'est pour moi les trois grands défis des années à venir. C'est les trois grandes transitions qu'il va falloir conduire. Et ce qui est certain, c'est que ces transitions, on ne pourra pas les réussir en imposant des normes de manière verticale, sans discussion. Regardez, par exemple, quand on a voulu augmenter la taxe carbone sur le diesel ou sur l'essence, ça a provoqué les gilets jaunes. Et on peut comprendre, parce qu'il y a des choix de vie, il y a des modes de vie qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Et quand on se contente simplement d'augmenter les taxes sans organiser une véritable négociation et sans embarquer tout le monde dans cette transition, ça provoque un mouvement social d'une très grande ampleur. Et je pense que ça n'est qu'un apéritif par rapport à ce qui potentiellement nous attend dans les prochaines années si on ne change pas radicalement de mode de gouvernance. Donc ne nous menacez pas, parce que voilà. Non, mais je pense qu'il faut, pour la transition agricole, c'est la même chose. Il faut vraiment être capable de faire un effort dans les territoires, parce qu'il y a une diversité aussi de terroirs. Revenons un peu à cette notion de terroir aussi. La France est modelée par les terroirs, et ce n'est pas simplement des découpages administratifs. Moi, je préfère le mot terroir au mot territoire. Il y a plus d'épaisseur, il y a plus d'histoire, c'est plus charnel. Donc il faut être capable de s'adapter à la très grande diversité agricole de ce pays pour conduire en quelque sorte des négociations pour cette transition compétitive dans les différents secteurs. Mais il y a des décisions fortes à prendre aussi. Je veux dire, les clauses miroirs, par exemple, on ne peut pas supporter en quelque sorte d'importer des produits qui n'ont pas subi le même niveau d'exigence et de normes sanitaires, environnementales, sociales. C'est insupportable. Donc il faut engager aussi ce combat politique, et j'espère que la présidence française de l'Union européenne, qui va être effective au début de l'année 2022, sera l'occasion, je crois que le président de la République en a parlé d'ailleurs dans son discours, ça sera l'occasion de porter ce combat-là, parce que, si vous voulez, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de remède miracle. Tout ça va nécessiter du travail, de la négociation, ça va être difficile. Moi, je crois beaucoup ensuite
à la progression des circuits courts, je crois beaucoup à la progression des certifications. On voit d'ailleurs que les exploitations qui fonctionnent dans des circuits courts sont passées de 15 à 25% en quelques années. Les exploitations qui sont certifiées par des labels de qualité sont passées de 15 à 25%. Les exploitations qui sont en bio sont passées de 3 à 12%. Il y a des signaux faibles qui sont très encourageants sur quand même le retour de l'intérêt. Et un chiffre que j'aime bien citer aussi, c'est le nombre d'élèves dans l'enseignement agricole. Ça augmente ? Ça augmente Wow. légèrement, donc ça frémit, je dirais que ça frémit. Mais c'est encourageant, ça veut dire qu'il y a un intérêt de la jeune génération. Bien sûr. Et quand vous savez que, j'espère ne pas, le président me détrompera, mais on a à peu près 50% aujourd'hui d'agriculteurs qui ne sont pas très loin de la retraite. Et il y a des questions qui se posent sur la transmission. Donc il faut aussi mener ce combat politique, ce combat social et ce combat culturel pour l'agriculture en disant ce sont des métiers magnifiques, ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers où vous pouvez conjuguer à la fois une activité économique et en même temps être au service de l'intérêt général et être au service de la planète. Et c'est ça que j'appelle l'économie du bien-être. L'économie du bien-être, c'est une économie qui produit de la valeur économique, qui est au service de la société et qui est au service de la planète. Et c'est les trois en un. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé, si vous voulez, dans une production agricole, vous ne vous demandez pas à quel moment vous êtes au service de la société, à quel moment vous êtes à votre propre compte et à quel moment vous êtes... Non, vous faites, si vous voulez, les trois fonctionnent ensemble. Et c'est ça l'avenir de l'économie. Et là, je pense que l'agriculture peut être motrice. Mais pour ça, il faut aussi changer de regard sur la ruralité. Je voudrais dire un mot là-dessus. Oui. Après 45, on a eu 30 années où on l'a un peu invisibilisé. On s'est dit, ça va être l'atelier, le grenier de la France, ça se modernise à toute vitesse, ça va servir à nourrir les hommes, mais cacher cette ruralité que je ne saurais voir. Elle revient un petit peu en grâce dans le discours collectif, dans la littérature, dans les films, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais elle revient en grâce sous une forme récréative. C'est les résidences secondaires, c'est, si vous voulez, les gîtes, les maisons d'hôtes, c'est, vous voyez, c'est là où on va passer du bon temps, c'est là où les citadins fatigués viennent se réinstaller parce qu'ils sont épuisés par les rythmes de vie à la ville. Mais ça ne va pas. Ça, c'est une vision de village de vacances. Oui, surtout que les mêmes pensent qu'ils font pousser 3 tomates, ils sont devenus agriculteurs. Absolument. Quoi, voilà, oui. Et d'ailleurs, souvent, c'est des expériences qui ne sont pas concluantes. Et au ça bout de s'arrête 2 ans, assez ils n'en vite. peuvent plus, ils vont les acheter. Et ça se voilà. casse la gueule parce qu'il faut travailler des dizaines d'heures par semaine pour des niveaux de revenus. Ils découvrent la réalité en fait du métier. Voilà. Donc mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne que c'est aussi un lieu productif. Oui. C'est ce lieu dans lequel, demain, nous allons produire de l'énergie. Je parlais de méthanisation, on pourrait parler d'agrivoltaïsme, on pourrait parler de beaucoup de choses. C'est un lieu aussi dans lequel on va demain, si vous voulez, inventer les solidarités, la proximité, l'esprit village. C'est des choses qui sont fondamentales, mais c'est d'abord un espace productif. Vous savez, la France, depuis 500 ans, elle s'est industrialisée par les campagnes et elle a été une grande puissance agricole. Il faut que ça le reste, mais pour ça, il faut mener ce combat culturel pour la ruralité. J'ai 2 petites questions rapides que les gens nous posent à distance, dont une fait référence d'ailleurs à votre dernier ouvrage, Le Nouveau Modèle Français, ce livre que je vous invite à lire vraiment, qui est super instructif pour justement prendre de la hauteur et vous parler notamment de cette économie du bien-être. D'abord, on vous demande, les agriculteurs font face aux injonctions incessantes, souvent contradictoires des citoyens consommateurs. Je vous réserve quelques surprises dans cet événement tout à l'heure, avec des questions qu'on a posées dans la rue. Attachez-vous. Quelles sont les pistes pour faire en sorte que les désirs des consommateurs se traduisent en actes d'achat? Qu'est-ce que vous répondez en quelques mots? L'éducation. C'est fondamental. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a un lien, le président l'a dit un peu tout à l'heure, entre la santé, l'agriculture, l'éducation. Si vous ne donnez pas une bonne éducation à l'alimentation, à une alimentation saine, à une alimentation de proximité, Bien etc., sûr. effectivement, les gens, ils ont des injonctions, et puis quand ils sont au supermarché, ils font autre chose. Donc l'éducation, c'est fondamental. Dernière question, quelqu'un vous demande justement, qui a lu votre livre, donc merci, vous prenez une économie du bien-être dans votre dernier ouvrage. Selon vous, comment l'industrie agroalimentaire peut-elle s'inscrire dans ce schéma? Ça les concerne? Encore heureux, j'espère que ça les Bah concerne. oui. Je pense qu'il y a un sujet de partage des risques et des opportunités. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment un enthousiaste du modèle coopératif parce que je pense que c'est un modèle qui va permettre de répondre aux défis du XXIe siècle, aux défis des transitions, et de construire en réalité cette économie du bien-être que j'appelle de mes voeux. Mais ça suppose aussi, il faut le dire, un rééquilibrage des rapports de force aussi entre producteurs et distributeurs. Et là, on a besoin de la puissance publique.
Évidemment. Merci beaucoup parce que vous nous frustrez. Je vous aurais bien gardé pendant 4 heures pour préparer mes devoirs du baccalauréat l'année prochaine peut-être. Vous nous inspirez. Merci beaucoup David Jace d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.